Voilà, donc on va faire une partie de ping-pong d'abord à 6 personnes. Et ensuite, on établira un discours en relation avec la salle, si possible. Donc, je propose d'abord que les 3 journalistes interviennent. Je propose de commencer par Marie-Odile Monchicourt, puisqu'elle me regarde et que c'est la première sur la ligne. Les 2 autres ont déjà parlé. Donc, j'ai une approche linéaire. Quelle responsabilité, hein. Vous ne savez pas à quoi vous engagez en me faisant prendre la parole en premier. Parce que je voudrais d'abord vous remercier, Paul Colonna, de cette proposition d'ouvrir une table ronde sur cette discussion de savoir finalement si la communauté scientifique communique correctement. Parce que jusqu'ici, c'est vrai que nous, les journalistes, on est souvent sur le banc de la critique pour savoir si la communauté scientifique regarde à la loupe les moindres erreurs que l'on pourrait commettre, soit dans un article, soit dans une interview. Ce qui est normal, je ne critique pas. Mais moi, je trouve, pardonnez-moi, que la communauté scientifique doit aussi faire un effort pour communiquer vers le grand public. Moi, je suis je fais de l'oral, je parle à la radio, ce qui est une relation très différente de celle que ma consoeur et mon confrère ici présent pratiquent avec le public. Parce que la communication orale, c'est de l'affect. Et en principe, si vous voulez, la communauté scientifique n'aime pas beaucoup ce mot-là. D'ailleurs, je ne sais plus, c'est vous qui disiez qu'on doit enlever l'affect, ouais. Oui, certainement, pour la pureté d'un raisonnement, et il faut. Mais le public, lui, il réagit par l'affect. Et moi, j'aimerais beaucoup que la communauté scientifique en soit pleinement consciente. Parce que ça veut dire que pour qu'ils puissent communiquer, tous les enjeux des biotechnologies sont des enjeux considérablement difficiles à intégrer pour une population qui n'y connaît strictement rien. Moi, je m'adresse aux chauffeurs de taxi. Moi, je suis dans une radio où on écoute la radio en se lavant les dents ou en conduisant une voiture. Ce sont des écoutes très flottantes. Mais en même temps, moi, je me dis, c'est extraordinaire d'avoir justement ce public-là le plus large possible pour essayer de faire passer de la culture. Je vous remercie d'avoir parlé des processus évolutifs qui sont mis en valeur dans les écoles aujourd'hui, parce que je crois que ça, c'est une des premières données qu'il faut faire passer vers le public pour qu'on puisse s'intéresser ensuite aux sciences telles qu'elles sont pratiquées et aux biotechnologies en particulier aujourd'hui. Parce qu'on ne pourra pas comprendre, le public ne pourra pas participer à un débat sur les biotechnologies si il n'a pas compris qu'il fait partie lui-même d'un processus évolutif. Donc, au moment des OGM, les grandes discussions, c'était « mais on n'a pas le droit de toucher au cœur de la vie ». Ce sont des questions, quand on n'y connaît rien, enfin, ou quand on n'a pas la culture scientifique qui peu à peu a pénétré, à visiter tous ces mystères de la vie, et qui se disent « eh ben moi, je finis par en avoir peur de tout ce que les scientifiques font, finalement sans nous le dire. Sans nous le dire parce que le public, soi-disant, va avoir trop de mal à comprendre. » Donc voilà, moi, c'est comment je lance le débat. Deuxième engagement. Oui, le sujet de la table ronde, c'était la recherche publique apporte-t-elle les connaissances suffisantes dans le domaine des biotechnologies pour éclairer les choix des citoyens, des décisions des politiques. Moi, j'aimerais, avant qu'on aborde tel ou tel cas précis, telle ou telle plante transgénique ou autre, ou les épisodes récents comme l'explosion en vol du Comité économique, éthique et social du Haut Conseil des biotechnologies, moi, j'ai envie de questionner la question. Est-ce que c'est la meilleure manière de la poser ? La plupart des scientifiques ont tendance à répondre oui, parce qu'ils assimilent une approche rationnelle des choix politiques ou du débat entre citoyens et entre ceux-ci et leurs élus à un simple partage des connaissances, lesquelles seraient bien évidemment apportées par eux-mêmes.
Et dès lors que ce partage des connaissances aurait lieu, alors le débat serait posé en termes rationnels et la décision prise de ce fait le serait aussi. Cette vision est à mon avis une illusion. Pas seulement parce que l'approche rationnelle des citoyens ne se fonde pas nécessairement sur la connaissance des faits issus des sciences. Elle peut parfaitement et à raison se fonder sur leur expérience de l'exercice du pouvoir politique, économique et médiatique et considérer que cette expérience fonde rationnellement une réaction de méfiance ou de refus d'usage nouveau de technologies dont les mécanismes et les effets sont peu connus puisque nouveaux. Ils nous ont menti sur l'amiante, pourquoi nous dira-t-il la vérité sur les plantes transgéniques? La question et l'attitude est tout à fait rationnelle. Mais allons plus loin et évoquons deux raisons complémentaires et à mon avis plus radicales encore qui détruisent l'illusion. Tout d'abord, le partage des connaissances au sens du savoir accumulé, mais aussi des questions identifiées comme sans réponse à un instant donné, est à mon sens une illusion. Cette affirmation, que certains jugeront brutale, n'a en réalité rien de méprisant et ne vise pas particulièrement les citoyens ne disposant pas d'une formation initiale de haut niveau. La science contemporaine ne constitue pas seulement, tant par ses réponses que par ses questions, un volume très difficilement synthétisable et assimilable par les citoyens comme les responsables politiques. Elle se construit au prix d'une spécialisation de plus en plus étroite qui rend très délicat le partage des connaissances à l'intérieur même du système scientifique. Certes, mon voisin de bureau, mais Nicolas Sarkozy lui aussi, en tant que président, ne lise pas les publications primaires que vous écrivez. Mais il suffit de considérer leur nombre pour deviner que les scientifiques eux-mêmes ont du mal, voire sont dans l'impossibilité de lire tout ce qui se publie dans leur sous-domaine de spécialité. Aussi, exiger un partage des connaissances généralisé à l'ensemble de la société, alors même qu'il est difficile à réaliser au sein des laboratoires, ne semble guère raisonnable. Quant au monde politique, celui des élus et des gouvernements, il suffit d'observer le fonctionnement de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques pour constater que toutes les forces politiques délèguent à un petit nombre de spécialistes le soin de déterminer ce qu'il faut savoir et décider dans tel ou tel domaine technique. Même les partis qui prétendent fonder leur politique sur une approche scientifique des problèmes environnementaux, les partis divers, montrent assez souvent qu'ils préfèrent le slogan de propagande à tout partage des connaissances et d'ailleurs ne cherchent guère à participer à ce fameux partage. En matière de biotechnologie végétale, de soins extrêmes pris par exemple à ne jamais distinguer les risques et avantages des différents transgènes, il y en a deux en fait dominants au plan des applications, le Ready Roundup et le BT, montre bien la volonté d'éviter tout débat précis au bénéfice de formules générales qui ont l'avantage de s'accommoder de l'ignorance non seulement des détails, mais même des informations principales sur le sujet. La deuxième raison découle de la première, mais permet d'en atténuer peut-être le caractère désespérant pour qui croit à la démocratie. Est-ce si important de partager toutes les connaissances produites par la recherche? Heureusement, la réponse me semble négative. Ce qui est important, c'est de partager une expertise d'un genre précis, celle qui délivre sous une forme synthétique et accessible l'analyse du savoir connu et des interrogations sans réponse, analyse conduite en fonction des choix que ce corpus offre ou non aux citoyens comme aux décideurs politiques. Mais il me faut sans attendre tempérer l'espoir qui renaît. Le problème principal est que la construction de cette expertise n'a absolument rien d'évident ni d'aisé. Elle doit répondre à des critères très sévères de qualité, d'intégrité, de collégialité, de respect des données scientifiques, mais également des déterminants économiques, sociaux, politiques, voire philosophiques et moraux. Déterminants qui conditionnent les choix à opérer et qui ne font pas tous référence aux critères de la connaissance des choses, ni même des mécanismes sociaux, je dis ça pour le sociologue, mais à des valeurs que l'on veut défendre. En outre, si la recherche publique doit apporter une contribution décisive à la construction de cette expertise comme aide à opérer des choix, c'est à la puissance publique de l'organiser, car c'est elle et elle seule qui peut déterminer l'espace de ces choix, et donc celui de l'expertise à conduire. Or, cette puissance publique est loin de se résumer à des administrations qui, par miracle institutionnel, seraient capables de représenter l'intérêt général et de respecter ses composantes souvent contradictoires. Elle est pour l'essentiel exercée par des forces politiques dont l'idéologie sera à l'œuvre dès le début du processus, voire représentative de puissants intérêts privés, comme le montre d'ailleurs la situation actuelle de notre pays. Remplacer l'illusion du partage des connaissances par le partage d'une expertise
qui n'aurait pas la forme irréductiblement incompréhensible de la science produite, n'a donc rien d'une solution de facilité. Le problème est déplacé, mais malheureusement, il n'est pas simplifié. Appliqué au cas des biotechnologies, ce raisonnement montre que l'essentiel reste à faire et dépasse la simple interrogation posée pour cette table ronde, ou même très précisément, est-ce que la recherche publique a répondu aux questions posées par les constructions génétiques actuellement disponibles en agriculture. Mais est-ce qu'elle a répondu aux questions préalables sur la nécessité de disposer de l'arme de la transgénèse dans la recherche de nouvelles variétés? Est-ce qu'elle a rigoureusement instruit le dossier de ses conséquences sociales ou économiques de l'usage massif de cette technologie? Est-ce qu'elle s'est engagée dans une démarche de recherche visant d'emblée à évaluer la balance des avantages et des risques en distinguant les horizons temporels ou les acteurs sociaux dont les intérêts ne sont pas nécessairement convergents? Bien sûr que non, elle n'a pas fait tout cela, mais la question lui a-t-elle été posée en ces termes par la puissance publique, et cette puissance publique l'a-t-elle équipée en crédit, en organisation, pour y répondre de cette manière et avec cette ambition? J'ai le sentiment que la réponse est non. L'injonction du politique, celle des gouvernements qui se succèdent depuis longtemps, est exprimée en termes de soutien à l'agriculture intensive et exportatrice et à un partenariat avec des intérêts privés. Rappelez-vous ce que a fait notamment sur ce plan Claude Allègre, fût-il coopératif comme l'Imagrin. Cette injonction à droite et à gauche s'est transformée en discours politique sur l'innovation à tout crin, présenté avec les plus grosses des ficelles de la publicité, en usage dans l'industrie, en direction du public et des citoyens. Les plantes transgéniques allaient résoudre tous les problèmes, de la faim dans le monde aux besoins des vitamines en passant par l'agriculture en milieu aride, et ceci par un miracle technologique qui ne présenterait aucune faille. Ce discours déraisonnable, tenu par des responsables politiques et des responsables industriels et certains scientifiques, a complètement plombé le dossier et ne pouvait que perdre devant le public contre une propagande inversée tout aussi déraisonnable. Ainsi, même lorsque l'INRA a cru pouvoir monter l'opération du Cournoué des Vignes à Colmar, en mobilisant un arsenal remarquable au plan scientifique et aux sociologies, cela s'est terminé par un échec. Mais ne nous trompons pas sur l'échec. L'échec, ça dépasse très loin la destruction de l'essai, qui d'ailleurs allait peut-être montrer que la piste transgénique n'était pas nécessairement la meilleure. L'échec, c'est surtout que très peu de citoyens se sont émus de cette destruction, d'un essai qui présentait toutes les garanties nécessaires. Autrement dit, peu de citoyens ont confiance dans la capacité de la recherche publique à instruire le dossier sur la base de l'intérêt général. C'est là un des effets pervers du discours politique sur l'innovation que nous subissons depuis 20 ans. Un discours qui prétend que toute innovation est bonne. Ipso facto, par exemple, le crédit d'impôt recherche doit soutenir par nos données publiques toute innovation de la recherche privée. Dans une telle situation, et je vais m'arrêter là, évidemment, on peut ergoter sur la réponse de détail, sur le papillon monarque, sur l'alimentation de tel ou tel rongeur de laboratoire avec un maïs transgénique. Bon, c'est pas totalement inutile, mais ça semble bien dérisoire. Je peux avoir un peu d'eau. Merci. Oui, alors moi, je vais être un petit peu moins étayée. Je voulais juste apporter quelques compléments dans mon activité. Bon, moi déjà, pour un peu poursuivre ce qu'avait dit Marie-Odile, moi, c'est vrai que mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas un seul type de chercheur dans sa manière de communiquer vis-à-vis des journalistes, donc c'est difficile de faire des généralités. Après, moi, il y a plusieurs choses qui ont été dites là sur lesquelles je voulais un peu rebondir. Je pense que la plupart des chercheurs ont envie de nous apporter des connaissances, la plupart d'entre eux font l'effort d'apporter ces connaissances. Les petites limites que je donnerais, enfin, voilà, les choses que je voudrais faire ressortir un peu, cette question de l'incertitude qui a été évoquée notamment par M. Joly. Je trouve que c'est quelque chose qui a encore un petit peu du mal à passer dans la manière dont les chercheurs nous parlent à nous journalistes. Ils vont nous faire part de leurs découvertes, des applications que ça pourrait avoir, etc. Ils éludent peut-être un peu ces questions des incertitudes, autant sur les risques que sur application oui ou pas, est-ce que ça aura réellement lieu, etc. Cette part-là, j'ai l'impression qu'ils veulent un tout petit peu parfois l'éluder et que voilà, du coup ça laisse un peu un pan vide qu'on doit combler nous-mêmes. Et l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que ça reporte un petit peu aussi sur l'intervention de M. Joly, c'est que
j'ai l'impression que pendant très longtemps, les scientifiques avaient vraiment cette position d'autorité, c'est-à-dire qu'on leur tendait le micro ou on écrivait, on leur disait allez, dites-nous un peu dites-nous la vérité, quoi. On va la faire ressortir. Et je pense que depuis quelques années, puis surtout sur ces sujets un peu de biotechnologie, ils sont un peu bousculés. On leur demande plus. On leur demande plus, Ouais, et on leur demande de vrai. prendre position, enfin pas forcément position, mais disons qu'on leur demande un peu de sortir de cette réserve scientifique. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut-être qui ne gèrent pas tous bien, que ça peut leur faire peur, ça peut... Enfin voilà, je pense qu'il faudrait vraiment que ce soit intégré, quoi, qu'ils fassent l'effort de se dire je travaille sur un sujet qui fait l'objet d'une controverse, comment je me positionne par rapport à ça. Et ça, je suis pas sûre que les chercheurs soient prêts dans leur pratique à se poser ces questions, qu'ils en aient envie, qu'ils y soient préparés. Je ne sais pas, j'ouvre la question, mais voilà. C'était un peu les deux idées que je voulais faire ressortir. Merci. Je propose que Jean-François réagisse sur cette partie. Donc Jean-François Launay est responsable de la communication à l'INRA. Donc il est quelque part un des maillons essentiels, au moins pour l'INRA, de l'interaction entre les chercheurs, donc qui manquent d'affect, qui hésitent à sortir. Ne vous moquez pas. Non, c'est pas ça, là. Doivent sortir de leur réserve, doivent avoir une vision holistique, etc. Et donc, indépendamment, évidemment, du sentiment d'appartenance à l'INRA, je voudrais que Jean-François Launay s'exprime tout à fait librement sur cette question, sachant que l'objectif de cette table ronde est d'avoir des enseignements que nous utiliserons après dans la recherche publique globalement. Le discours est focalisé là sur l'INRA, parce qu'on va beaucoup parler de biotechnologie, mais les enseignements qu'on va tirer de cette table ronde seront utilisables par d'autres organismes de recherche et établissements d'enseignement supérieur qui travaillent sur les biotechnologies. Donc vous n'êtes pas en train de faire la politique de l'INRA pour les 10 prochaines années dans ce domaine-là. Ce sont des informations dont on a besoin. Voilà. Merci Paul pour cette introduction et cette invitation surtout. C'est vrai que c'est un moment assez rare de pouvoir se rencontrer face au public pour discuter de ce difficile carrefour que constitue la circulation de l'information scientifique, mais même si je prends un terme que je vais immédiatement passer à la moulinette derrière. Mais en fait, je vous avoue très vite ma très grande difficulté aujourd'hui, puisque en fait, ceux qui sont présents à cette table ronde m'ont un peu coupé l'herbe sous le pied. Alors sans doute, mon statut d'ancien journaliste n'est-il pas étranger au fait que je fasse beaucoup d'empathie avec mes anciens confrères désormais, mais j'avais l'intention d'interroger le libellé de cette table ronde, parce que effectivement, je partageais un certain nombre d'interrogations sur le monopole de fait que reflétait la question, qui donnait la responsabilité quasi seule à l'organisme de recherche, et implicitement présentant le journaliste comme, j'allais dire, un associé naturel, lui-même un peu soumis à la communauté de la recherche et à la communauté scientifique, vu comme une élite uniquement détentrice des savoirs, en tout cas des savoirs chimiquement purs, charge à eux de les transformer en une matière assimilable par des gens, voilà, je vais sans doute provoquer un peu, mais de plus en plus faiblement éduqués, de moins en moins bien outillés pour recevoir ces messages et ces informations dans la complexité et j'allais dire la passion que suscitent les enjeux auxquels ils sont liés. Et du coup, je me sentais à la fois terriblement curieux et à la fois terriblement anxieux d'avoir à prendre parti à cette discussion, parce qu'effectivement, les organismes de recherche ont une responsabilité historique énorme. Moi, je vis les réactions, on a beaucoup parlé d'OGM aujourd'hui, enfin, puisque c'est le prisme par lequel la plupart de nos concitoyens appréhendent les biotechnologies. Ils ne voient que les vertes et les autres couleurs leur échappent encore, en tout cas pour une grande partie d'entre eux. Mais on est aujourd'hui dans un système où la recherche a pour responsabilité le soudain réveil citoyen qu'on a vu se matérialiser dans le cadre des OGM par ces fauchages intervenus dès 1997. Et j'allais même presque dire sur la construction d'une offre politique en France qui s'est adossée à cette sortie d'une partie de la population d'un système. Alors, on ne va pas se lancer dans les références sociologiques compliquées, mais presque de violence symbolique, telle que Bourdieu ou Passeron l'avait modélisé, c'est-à-dire que les gens qui se croyaient et se sentaient insignifiants
ou peu important au regard de ceux qui avaient le monopole de l'information et de la connaissance scientifique, cherchent de nouvelles formes de légitimité par des passages à l'acte que la loi réprime, mais que l'opinion approuve. Tant la distance qui s'est progressivement creusée, et cette distance pas à pas, très lente, indolore, insidieuse, que le système d'éducation n'a pas forcément su, malgré l'évolutivité qui le caractérise, compenser au fil de l'eau. On est aujourd'hui face à quelque chose où effectivement, je vais picorer dans les différentes interventions, mais l'affect, effectivement, on a un problème, on a un sujet avec ça. Aujourd'hui, les gens qui consomment de l'information sur des flux constamment nourris, etc., nous ne donnons pas, nous, organismes de recherche, pour être un peu autocritique, une information qui nous permette de répondre aux interrogations réelles des gens, parce que nous ne nous sentons pas concernés tant nos messages supplantent leurs interrogations. Et pour prétendre exposer l'opinion publique à des messages d'une institution, encore faut-il préalablement avoir répondu aux questions qu'ils se posent. Et c'est là à mon avis, que se jouent beaucoup de choses dans l'apport de la recherche, parce que dans le libellé de la question, c'était formulé comme étant des connaissances suffisantes. C'est aussi là-dessus que j'aimerais ralentir une seconde. Qu'est-ce qu'on met derrière le terme suffisante ? Parle-t-on de quantité ? Parle-t-on de qualité ? Et rapporté à ce que nous venons de dire sur l'opinion publique, parlons-nous d'intelligibilité, de compréhension, de capacité à se situer dans des enjeux ou des perspectives plus ou moins proches ? Aujourd'hui, on parle souvent de l'épuisement prévisionnel des ressources fossiles à très brève échéance, le fait que l'agriculture va devoir produire plus, mieux, autrement, avec des terres agricoles en régression, sachant que ces terres agricoles devront être pour partie dédiées à des nouveaux usages, le stockage du carbone, la production de nouveaux carburants, etc. etc. Est-ce que quand on fait cette phrase complexe-là, qu'on est capable à peu près tous de situer en termes d'enjeux quand on l'évoque comme ça, ces gens qui sont des faucheurs, pour reboucler avec le début du propos, que nous retrouvons à Colmar dans un carré expérimental, et qui viennent, et il est étonnant de voir quand on les interviewe et qu'on échange avec eux sur les marches du palais de justice, je suis désolé, on fait comme on peut, mais la posture des gens qui ne s'en sentent plus atteints par la parole de l'institution, et la portée de gens qui se considèrent comme hors la sphère pédagogique, traditionnelle, institutionnelle, qu'on a discuté aujourd'hui, qu'on met en débat, et qu'on est aujourd'hui face à des gens, quand je parle, moi, de communication grand public à l'intérieur de mon institution, on me regarde souvent avec un sourcil froncé, en me demandant ce que c'est que le grand public. Mais le grand public, c'est les faucheurs, c'est ceux qu'on retrouve parce qu'ils ne se situent plus, ils ne se reconnaissent plus dans un système qui distille de l'information. Mais c'est vous aussi. Je veux dire, le grand public, ça veut vraiment dire tout le monde. C'est votre concierge, c'est vos parents, c'est vos proches, c'est le chauffeur de taxi, c'est tout le monde. Et dans ce tout le monde, il y a une... comment dire... Il y a des gens qui sont totalement déculturés par rapport à notre culture, qui sont d'autres cultures. Je veux dire, c'est un travail considérable que de faire passer... Alors, c'est pour ça que j'ai bien aimé le mot « sensibiliser » que vous avez aussi utilisé. Moi, je pense que sensibiliser, c'est ça le but que je veux atteindre pour faire passer un message qui est de l'ordre de la science, de la connaissance, pour entamer le débat, sensibiliser. C'est pour ça que le mot affect joue beaucoup, parce qu'il se sent concerné. Moi, je regrette excusez-moi, je vous ai un peu coupé la parole, mais j'ai envie de réagir, parce que vous parlez de l'institutionnel, et je pense que l'INRA, vous la remettez un petit peu en cause, vous l'autocritiquez, et je vous en remercie, parce que j'avais envie de le faire un peu, parce que les institutions sont un peu toutes dans le même cas. Je veux dire, moi, je trouve que les institutions n'ont pas du tout de politique de communication de leurs connaissances. N'allez pas plus loin, vous allez encore pour le grand public. Non, mais c'est vrai, vous êtes d'accord ou pas, oui, vous oui, qui représentez l'INRA? C'est ce que nous défendons désormais depuis 2 ans à l'INRA, et j'espère pouvoir vous réserver de bonnes surprises dans les mois qui viennent. J'espère, mais vous avez du travail. Hein. Énormément, j'en conviens, il est colossal. Mais en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que, oui, la recherche publique a toujours apporté des connaissances.
Elle l'a fait avec une forme et une volonté, et peut-être parfois une distance, et peut-être une pointe d'autosuffisance telle que le gap qu'on vient de décrire, même à grands traits, avec ses répercussions sociologiques, ses impacts comportementaux sur les plus radicaux de l'opinion publique, sont ceux qu'on connaît aujourd'hui, notamment quand on parle de GM. Mais suffisante, revenons-y 2 minutes. Moi, j'entendais parler d'affect, j'entendais parler de monopole des organismes de recherche dans le libellé, tel que vous le perceviez, la question. J'entendais Pierre-Benoît Joly dans le décryptage sociologique qu'il offrait sur l'effritement de l'autorité sous toutes ses formes. Voilà les vrais éléments. Moi, en ces périodes un peu tourmentées en matière économique, après le triple A, moi j'oserais presque le triple C. Parce qu'en réalité, c'est autour de 3 notions qui commencent par C que va se jouer l'avenir. Moi, j'ai retenu la confiance. Il y a aussi la question du complot, parce que si on parle d'affect et de perception des institutions dans l'opinion publique, il y a cette part et qui kidnappe la recherche publique dans une vision complotiste. Oui, ça c'est très juste. Hein. Tu es d'accord, Sylvestre? Et puis, on a cette question, de la culture de l'émission, de l'information, de la connaissance et la culture de la réception. Alors, sur la confiance, il ne faut pas oublier une chose, c'est que je crois que les opinions publiques, qu'elles soient européennes ou hexagonales, restent globalement et assez massivement confiantes en la science. Maintenant, on a été confronté, notamment en France, à des étapes clés dans la perception et la représentation sociale que se font les Français de la science, qui ont été des incidents fondateurs de cette logique de la défiance. Le sang contaminé, je pense, a été sans doute le grand virage, et d'autant plus terriblement vécu par l'opinion qu'il touchait des millions de gens, des usagers d'hôpitaux, etc. Et puis, on a eu la vache folle, on a eu, avec des systèmes de responsabilité ou de décryptage ou de connaissances scientifiques différents, évidemment. Hein. Et puis, tout ceci se répète. Aujourd'hui, on a Fukushima, la question de l'énergie et des risques du nucléaire, sachant que tout le monde était un peu endormi sur la question depuis une quinzaine d'années, revient subitement à la faveur de cet accident gravissime. Globalement, les gens ont une confiance avérée, c'est plus de la moitié de l'opinion hexagonale, c'est quasiment 60% au niveau européen, selon les derniers chiffres. Mais, fondamentalement, les gens, c'est une confiance pétrie d'angoisse. Angoisse de l'accident, fut-il rare. Mais grâce à la médiatisation, à l'ampleur, aux crises sanitaires, etc., le petit accident impactant des milliers de gens parfois, ils vivent avec cette terreur-là. Ça s'enraye, ça se travaille. Parce que la science, qui a pour moteur le doute, la remise en cause permanente de l'hypothèse, si elle le disait comme elle est structurée intellectuellement, en étant accessible et en révélant ses failles et en descendant du piédestal sur lequel elle s'est mise et les gens se sont aussi complus à la regarder, il y a sans doute là une voie de passage et une humilité retrouvée qui, je pense, sera possible dans les années qui viennent à la faveur du renouvellement générationnel de la communauté scientifique. La pyramide des âges étant ce qu'elle est en France, aujourd'hui nous sommes confrontés à un trou des quadrats et les trentenaires qui rentrent massivement et qui vont avoir des carrières fulgurantes dans la recherche publique, en tout cas accélérées par rapport à leurs anciens. Et de fait, ces gens qui sont empreints culturellement de ces considérations que j'évoque devant vous vont sans doute contribuer à réduire quasiment mécaniquement et culturellement ce gap. Après, il y a la question du complot. Alors le complot, c'est une vision très particulière. On ne va peut-être pas y rentrer dans le détail, mais le digital, il y a sa part, beaucoup. La structuration de la communication digitale, il faut voir comment les altermondialistes, les faucheurs, etc. se structurent. On trouvait dans la communication digitale les moyens d'avoir des médias de conquête alternatifs, et à quel point la communication digitale permet de s'organiser pour les actions. Et cet univers hors l'establishment papier, magazine, télé, radio traditionnel a prospéré depuis 10 ans là-dessus. Et avec les premiers fauchages, elle s'accompagne, j'y faisais allusion tout à l'heure, d'une construction de l'offre politique écologiste en France. Après, on peut discuter ce parti pris, mais le fait d'avoir fait dire au principe de précaution ce qu'il n'était pas, à savoir, on est passé d'une culture, si tu penses que c'est chaud, tripatouille, regarde et évalue la réalité des risques et leur immédiateté, à une culture de si ça peut être chaud, on va s'abstenir. Et cette abstinence, on l'obtient par tout moyen. Et en fait, quand les premiers fauchages sont intervenus en 97, mais je parle sous le contrôle de Pierre-Benoît Joly, qui est sans doute beaucoup plus outillé que moi pour en parler, on est rentré dans une boucle pernicieuse qui a dit
face à l'establishment, j'ai un langage simple, je joue sur des valeurs fondamentales, le bon sens agricole, la ruralité, la paysannerie. On a eu toute une réinvention du champ lexicologique et sémantique autour de l'agriculture. Et de fait, techniquement, les fauchages empêcheront la science d'objectiver les risques tels que je les lève moi-même quand je fauche. Et on est rentré dans une boucle où on empêche la connaissance de progresser, en même temps qu'on se revendique de ceux qui protègent les autres des excès de la science. Donc on est là dans une impasse sur laquelle, je pense, s'est bâtie l'offre écolo politique en France. Et ça, au-delà de ça, derrière, nous avons des accointances. Il y a quelqu'un dans le public qui l'a souligné tout à l'heure. Derrière ça, la niche écolo en politique française est le module d'un ensemble plus vaste qu'est l'altermondialisme, un courant de pensée politique et philosophique, etc., auquel adhèrent massivement, même s'ils sont réservés, je l'espère, dans leur exercice professionnel, une partie de la communauté enseignante, qu'on retrouve beaucoup sociologiquement parmi la composition des faucheurs, par exemple. Ils sont extrêmement représentés. Alors les retraités de l'éducation nationale le sont. Ouais, beaucoup. Ils ont une belle santé, hein, je vous rassure. Et donc, du coup, on est dans un courant de pensée où l'offre écolo est noyée dans une vision complotiste où la recherche publique est asservie par les intérêts privés, et tout ça ayant été modélisé dans les années 90 par la perception que José Bové a donnée à l'opinion publique de ce qu'était la transgénèse et les OGM. Non pas une technologie, comme on a l'habitude de la discuter presque dans ce type de sérail, mais comme une espèce d'objet totémique qui devait cristalliser la détestation de l'opinion publique parce qu'on touchait au vivant. Il parle comme un publicitaire, Bové. Hein, moi, je le pratique de temps en temps. C'est un vrai politique quand vous asseyez à une table avec lui en bilatéral et les objectifs arrivent, et il est le point levé et on recommence les images d'Épinal et les slogans. C'est un politique comme un autre. Moi, je trouve que les scientifiques, ils devraient apprendre à parler comme ça. En tout cas, ils devraient apprendre un peu plus à éditer leur papier ou à faire de la titraille ou quelque chose qui relève plus de ça. En tout cas, essayer de se faire entendre. Donc confiance, j'allais dire poids de la vision historique du complot dans lequel participerait la recherche publique. Et puis il y a la question de la culture, et de la culture notamment des scientifiques dans la manière qu'ils ont de distiller l'information et la connaissance. Et là, on revient un peu au cœur du sujet, et je pense que je vais recouper un peu ce que disaient les uns et les autres. On est sur une logique où, pour faire un slogan, allons-y, Marie-Odile, je pense qu'il faudrait que, idéalement, les organismes de recherche passent de la culture du message à la culture du contenu. Et je pense que je recoupe partiellement ce que M. Bonnour abordait en parlant des programmes scolaires. On est dans une chose où, effectivement, la culture du scientifique, c'est d'être exhaustif, précis et rigoureux. Quand on a acté l'inadéquation entre le niveau d'éducation de la population générale rapporté à celle des scientifiques, nous ne pouvons, dans leur culture, que dégrader ce qu'ils sont. Quand on les oblige, ils sont presque... Parfois, on m'a parlé de déchoir. Les scientifiques m'ont dit, attends, si je dis ça, c'est nul. C'est une forme de déchéance. Je ne peux pas m'abaisser à dire ça, même si c'est vrai. Parce que je fais du Okapi et je ne suis pas à l'INRA. C'est ça le discours, aujourd'hui, à l'interne de l'institution. En tout cas, la tambouille, souvent, ou les difficultés quand il y en a, elles se résument comme je vous l'indique. Et en fait, cette culture de passer du contenu, j'y ajouterais la notion de long terme aussi. Parce que faire un bon papier, comme mes anciens confrères en font certainement de très bons, enfin, en tout cas, je le sais, ils en font de très bons. Mais comme on peut en faire, mais il faut le feuilletonner quand on est une institution et un organisme de recherche. En parler une fois et que ça se perde dans le brouhaha médiatique, ou le pic paroxystique autour d'un stress, ou d'une actualité, ou d'une controverse, c'est une chose. Mais l'ancrer dans le temps, et c'est là sa responsabilité, c'est en parler dans la longueur. C'est tenir les gens au courant et créer des carrefours d'audience où les gens, parce qu'ils ont été informés une fois et qu'ils estiment l'avoir été honnêtement, ils reviennent parce qu'ils savent que l'information qu'ils y trouveront sera régulière sur un même sujet, sera labellisée parce que ce n'est pas 10 plumes différentes qui s'exprimeront sur le même sujet, et notamment les biotechnologies qui, Dieu sait, déchaînent les passions. Et en fait, cet effort-là que nous devons faire pour répondre un petit peu, enfin en tout cas tenter de répondre partiellement à la question de la table ronde telle qu'elle était posée, c'est oui, nous l'avons toujours fait un peu. Compte tenu de l'environnement et de tout ce qu'on s'est dit là, il faut l'intensifier et surtout, il faut le faire autrement. Et il faut surtout s'adapter à son client.
Et quand Marie-Odile souligne très justement le grand public, et que je lui parle de bonne surprise, c'est qu'à l'INRA, on a réussi à convaincre à l'interne de la nécessité de dissocier ce qui relève de l'institutionnel et de l'actualité. Premier point important. Et le deuxième point, c'est dans le traitement de l'actualité, d'ouvrir par défaut vers le plus grand nombre et le grand public, parce qu'en fait, ces gens-là, on ne va pas les éduquer, on va leur donner un vernis. Alors après, la question, c'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal d'être dans le superficiel ou dans l'écume des choses, ou d'en donner une vraie éducation. La question, c'est qu'aujourd'hui, le climat de tension qu'il y a autour des biotechnologies, d'incompréhension et de gap, eh ben, traitons-le au moins de manière pragmatique par un vernis. Et donnons-le par des papiers orientés et anglais grand public. Je ne suis pas d'accord avec le mot vernis. Ce n'est pas parce que vous ne rentrez pas dans un développement exhaustif d'un sujet que vous n'offrez que du vernis. Vous offrez une sensibilisation, une ouverture vers. Et c'est ça qui est important. Alors, pardon, mon propos est connoté par le fait qu'appartenant à un organisme de recherche, le mot vernis, c'est ce qu'on me renvoie quand j'en parle. Mais oui, disons la même chose. Il faut leur apprendre que c'est pas du vernis. Non, c'est vrai, c'est très important parce que les institutions, je trouve, se cachent trop derrière leurs engagements institutionnels et puis ne prennent pas position par rapport aux recherches qu'ils font. Et moi, ça me manque vraiment que eux se positionnent, quoi, qui disent oui, bon, les OGM, d'accord, mais quand même, ça pose tel problème, et moi, je suis d'accord avec ce problème-là. Ça, c'est impossible d'avoir ce genre de conversation, alors que c'est évident que les OGM posent des problèmes de société, que je trouve dommage que les chercheurs n'y participent pas. Alors, je propose que les deux autres personnes sur la table ronde répondent. Et je souhaiterais qu'Agnès Ricrot, qui n'était pas du tout prévenue, donc c'est pour ça que je le dis avant, se prépare à intervenir sur la notion d'expertise collective. Parce que sur l'argument, il y a beaucoup de publications primaires qui sont éditées. Personne, y compris dans la sphère scientifique, n'est capable de les lire. Par voie de conséquence, il faut être capable de faire des synthèses. Et Agnès Ricrot est porteuse d'une expérience d'expertise collective sur les OGM et sur lesquels elle pourrait intervenir. Ensuite, sur le dialogue science-société, pour revenir à l'exemple tout à l'heure, j'ai fait à dessein de ne pas le citer, quand le Wall Street Journal a publié une rubrique qui était un tissu de bêtises, les 225 climatologues ont rédigé un droit de réponse qu'ils ont soumis au Wall Street Journal, qui pour eux est un journal sans intérêt, sauf comme citoyen, mais comme chercheur sans intérêt. Mais le Wall Street Journal l'a refusé. Et finalement, ils sont passés dans la revue Science, qui est une des 2 meilleures revues au monde, peut-être la meilleure, je ne sais pas, mais bon, peu importe, qui, elle, l'a accepté spontanément. Donc, effectivement, ça illustre parfaitement la difficulté du discours. Mais vous voyez bien qu'en 225 climatologues portent un discours qui est relativement simple, la publication, elle est simple à lire, elle n'a pas du tout eu l'impact attendu, et le Wall Street Journal, c'est bien parce que ça se passe à l'extérieur, n'a pas du tout tiré les conséquences qu'il fallait. Peut-être qu'il évitera à l'avenir d'intervenir sur cette question-là de manière aussi rapide. On peut espérer. Donc, juste un point, l'épisode du Wall Street Journal trahit la soif des médias généralistes de vouloir pouvoir diffuser de la connaissance accessible. Si là, en l'occurrence, ils ont fait le mauvais choix, interrogeons les 225 signataires du droit de réponse par publication scientifique interposée, de savoir pourquoi ils ne communiquent pas de manière plus proactive et positive tout au long de l'année sur leur spécialité qu'est le climat, alors qu'ils le savent au cœur des préoccupations des gens. Oui, à vous écouter, je me reposais une question de base, c'est quelles doivent être les caractéristiques d'une communication scientifique? Parce qu'en fait, on communique sur la science, on communique des contenus de la science, mais si on admet que la science est avant tout une démarche, une méthode, ça repose un petit peu la question différemment. C'est-à-dire, doit-on exposer simplement les résultats? Ne doit-on pas aussi l'associer à une argumentation qui soit solide, c'est-à-dire la façon dont ce résultat a été établi, ce qui amène obligatoirement à introduire ce que vous demandiez, à savoir le doute. On sait que, je dis cela parce que, mais ça laisse tel élément dans la zone d'ombre. Donc avoir une communication scientifique serait peut-être une communication qui, d'un certain côté, laisse une trace de la production du contenu et de la façon dont il a été construit.
La deuxième chose, vous disiez que les scientifiques sont de plus en plus poussés à donner leur opinion. Et ça, est-ce que ça n'est pas une véritable perversion? Parce que si le scientifique justement communique avec une méthode, lui demander après, mais vous exactement, quel est votre avis, quelle est votre opinion, il est certainement très difficile de se démarquer et de changer de casquette, puisque dans l'opinion, le scientifique ne fait pas intervenir que son expertise propre, mais il introduit aussi d'autres paramètres qu'il a intégrés, mais qui ne relèvent plus du tout du même domaine. Donc, est-ce qu'un scientifique doit être poussé à donner son avis synthétique? Et puis, une troisième réaction aussi pour Marie-Odile Mauchicourt sur l'aspect de l'affect que j'ai semblé dégager tout à l'heure. C'était simplement pour dire que on essaye de se dégager aussi des réactions qui sont seulement affectives, d'une intégration des données par l'affect. Mais par contre, ce qui me semble absolument essentiel dans la communication scientifique, c'est de pouvoir y associer une véritable jubilation. Ce qu'on ressent dans ce séminaire, qu'on ressent partout, c'est le véritable plaisir d'avoir compris comment les choses fonctionnent, comment elles éclairent le monde, tout ça. Et je crois que cette jubilation, qui est une autre forme aussi d'affect, doit absolument être maintenue. Je pensais à une sorte de principe d'Archimède qui serait: tout cerveau immergé dans la science reçoit immédiatement de la part de la science une poussée verticale exercée de bas en haut, etc. Franchement, c'est pas ça le problème. C'est quoi les sujets sur lesquels il y a les fameuses controverses dont Pierre-Benoît Joly a parlé? C'est pas la science en général, c'est pas les biotechnologies en général, c'est uniquement les sujets sur lesquels l'innovation technologique est en but à une résistance sociale. Point. On s'en fiche de savoir si on fait bien ou mal la vulgarisation sur l'histoire de Mars ou la physique des tas de sable. On s'en fiche complètement. Ça ne met en cause aucun projet de BTP, que les gens comprennent rien à la physique du tas de sable. Donc ne faisons pas semblant de croire qu'il y a un problème général avec la communication de la science à la société. Non, ça n'est pas vrai, parce que tous les autres sujets qui ne sont pas moins mal compris que ceux des plantes transgéniques ou de telle ou telle source d'énergie, etc., ne se traduisent pas par des blocages sociaux dans la mise en œuvre d'innovations, dans la réalisation d'aménagements routiers ou portuaires ou énergétiques, etc., etc. Et donc, il n'y a absolument pas la même urgence et il n'y a absolument pas le même jeu social autour. Donc, ne faisons pas semblant de croire qu'il y a un problème général. C'est la première chose dont il faut avoir conscience et ne pas faire de manière un peu hypocrite comme si on avait un problème général de l'abîme entre la société et puis l'évolution des connaissances. Et deuxièmement, M. Bonnour, sûrement pas l'opinion d'un scientifique. Là, c'est quand même un résultat acquis depuis très longtemps. Et j'ai été très clair là-dessus. L'expertise n'est jamais celle d'un individu. On n'est pas dans une situation de l'expert judiciaire. L'expertise, elle a toute une série de caractéristiques nécessaires, mais l'une d'entre elles, c'est la collégialité, qui va bien au-delà de l'expertise collective type INSERM ou ça a des noms ailleurs, INRA, etc., etc., parce que ça va bien au-delà de la lecture critique de la littérature scientifique. Ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que dans la littérature scientifique, il n'y a pas nécessairement les problématiques socio-économiques, voire les arrière-plans de choix philosophiques et moraux qui doivent absolument être pris en compte lorsqu'on veut répondre à la question: est-ce qu'il faut ou pas, et à quelle vitesse et dans quelles conditions, utiliser telle offre nouvelle de la technologie ? Et c'est pour ça qu'il y a quand même des expériences bien dures là-dessus. Pas dans votre domaine, mais rappelez-vous cette expertise collective de l'INSERM sur les troubles mentaux chez les petits-enfants qu'on va classer à 2 ans. C'était impeccable comme expertise collective. Que de la littérature scientifique, là. C'est pas comme le rapport du groupe 2 du GIEC. Il n'y avait pas de documents pas estampillés par l'Académie, quoi. Sauf que le résultat, il était quand même... ce que la psychiatrie américaine fait,
Et vous savez ce qu'elle fait, la psychiatrie américaine, quand même. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a des psychiatrisations, les enfants super actifs, etc. Ils font quand même des trucs horribles. Enfin, en tout cas, il y a si vous transposez ce qu'ils font en Europe, vous allez avoir une levée de boucliers, pas seulement de la part des familles, mais notamment de la part des pédagogues, des éducateurs et des pédiatres. Et pourtant, là-bas, c'est de la science. Hein. Donc là, il est nécessaire absolument de focaliser la discussion, comme on l'a aujourd'hui, sur les vraies questions, celles qui font qu'il y a controverse, non pas parce qu'il y a une controverse scientifique, mais parce qu'il y a un blocage politique et social à la mise en œuvre d'une innovation, et c'est pour ça que les gens s'engueulent, et pas parce qu'ils ne comprennent pas ceci ou pas cela. Abandonner toute naïveté vis-à-vis des moteurs qui font agir les différents acteurs sociaux. Oui, les militants, les gouvernants, les industriels, ils obéissent à des objectifs qui peuvent être l'argent, la volonté de conquérir un pouvoir, d'exister socialement. Et on voit bien, par exemple, que le discours de nos responsables politiques sur les plantes transgéniques, il est purement et simplement indexé sur le rendement électoral. Point barre. Il n'y a rien de plus. Il y a zéro courage politique, zéro volonté d'informer la population. Mais on a vécu quand même la même chose pendant 25 ans sur l'énergie, notamment sur le nucléaire. La pratique de tout député de base qui pourtant, chaque fois que c'était nécessaire, votait à l'Assemblée nationale la poursuite du programme nucléaire, c'est moins j'en parle à mes électeurs, mieux je me porte parce que je ne sais pas ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et en plus, comme je n'ai pas de solution de remplacement, au cas où on me dise on les coupe tout de suite, il vaut mieux ou pas en parler. Et la différence avec les plantes transgéniques, c'est que la plupart de nos hommes politiques, à tort ou à raison, considèrent qu'il n'y a aucune urgence à utiliser les plantes transgéniques, mais au point, notamment par Monsanto, parce qu'on a déjà une agriculture qui, bon, peut-être que ça serait un peu mieux, mais c'est pas radical comme gap par rapport à la politique agricole qu'ils veulent mener. Donc, dans ces conditions, pourquoi prendre le risque de perdre un siège de député ou de se fâcher avec les populations sur un sujet pareil? À l'inverse, ceux qui sont dans le Sud, vous avez vu ce qui s'est passé avec les gaz de schiste. Aux élections cantonales dernières, tous les candidats, sans exception, dans les endroits où il y avait les permis d'exploration des gaz de schiste, étaient contre, quelle que soit la position de leur parti politique au niveau national. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une telle révolte que n'importe quel candidat qui ne dise pas, même avec grande virulence, que c'était impossible, il se faisait ratatiner aux élections. Donc, quand on regarde avec ce prisme un peu lucide les différents discours politiques des différents acteurs sur les plantes transgéniques, je pense qu'on arrive mieux au cœur du sujet et à son fonctionnement que par la question de oui, la science, c'est difficile à communiquer. Je voulais rebondir là-dessus. Le Haut Conseil de la science et de la technologie est en train de faire une étude, un rapport à la demande du Premier ministre qui a posé une question. Faut-il redonner confiance à la science et comment le faire? Et donc le Haut Conseil a commandité une étude à Daniel Boin et qui montre, comme toutes les études depuis que cela existe, c'est-à-dire depuis 1972 en France, que la science, c'est l'institution qui reçoit la plus forte confiance des citoyens. Et ce qui est catastrophique, c'est par contre la confiance dans les politiques. Là, il y a vraiment un problème énorme des politiques. Et donc, il y a une baisse tendancielle, comme partout, de la confiance dans les institutions, mais la science se situe très haut. Donc, je ne crois pas qu'effectivement ce soit le bon angle d'attaque. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit Sylvestre, c'est le fait que les institutions scientifiques sont soumises à des injonctions contradictoires aujourd'hui. Donc, il faut à la fois produire de la connaissance, ça c'est assez évident, aussi contribuer à l'innovation et aussi contribuer à l'expertise publique. Il peut y avoir des véritables conflits entre ces différentes missions, et ça, localement, ça peut être une source de défiance. Et c'est quelque chose, il ne faut pas pratiquer la politique de l'autruche, c'est une vraie question. Aujourd'hui,
où depuis, disons, les années 70, la science fait alliance avec la défense de la compétitivité des nations. Il y a une politique générale de brevetabilité des connaissances, etc., etc. C'est le monde dans lequel on vit, et c'est le monde qui est critiqué, effectivement, par certaines associations qui sont très visibles en France, qui développent une critique radicale des technosciences et qui n'ont pas du tout, effectivement, un problème de rapport à la connaissance en tant que telle, mais qui ont vraiment un message très militant sur des questions de choix de société. C'est ça. Enfin, moi, j'ai travaillé sur les nanotechnologies à Grenoble, où je me suis fait traiter de mercenaire et de sociologue jaune. Et donc, les pièces et main-d'œuvre qui a été si actif dans le débat public sur les nanotechnologies en France. Bon, le risque, ça existe, mais les gros problèmes qui sont les problèmes qui pointent, c'est les nanotechnologies dans la société comme système de surveillance généralisée du troupeau humain. C'est la question du futur, et donc c'est des gens qui sont pour une politique de décroissance, c'est une heuristique de la peur, etc. Donc on n'est pas du tout dans un débat qui va se dénouer à partir de questions de rapport à une meilleure appréhension de ce que sont les connaissances scientifiques, même si cela est important. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est une question, il y a une bataille pour la légitimité des projets technoscientifiques. Et là-dessus, que peuvent faire les chercheurs individuels? À mon avis, pas grand-chose là-dessus. Non, mais attendez, je finis. Les institutions, en fait, ce qu'elles peuvent faire, c'est éclairer sur certains enjeux. D'où l'importance des formes d'expertise collective, qui sont interdisciplinaires. Et donc, il me semble qu'on a des choses à dire, et c'est pas apporter une vérité absolue, mais c'est éventuellement construire des espaces de dialogue. C'est ce qu'a fait le GIEC, en substance, en fait. C'est construire effectivement des possibilités de discussion de notre avenir collectif. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et ça a été, malgré les accidents de parcours, une très très belle expérience, parce qu'ils sont arrivés à discuter de quels sont les enjeux auxquels nous sommes confrontés à l'avenir, et en associant effectivement des connaissances qui sont à la fois des connaissances sur la science du climat, mais aussi sur les sciences des sociétés. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important, et je vous rejoins, pas sur l'affect, mais sur la question pour les institutions d'arriver à mettre en débat des enjeux, de véritables enjeux, et en restant quand même... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur la laïcité, c'est-à-dire sur le fait que nous devons être, en tant que scientifiques et institutions scientifiques, le plus possible sur des faits. Ensuite, les interprétations qu'on va donner de ces faits, c'est autre chose. Mais les faits, ils peuvent être sociaux, ils peuvent être économiques, ils peuvent être politiques. Donc là, je prêche un peu pour la paroisse des sciences sociales et économiques, mais évidemment, elles doivent être convoquées pour travailler sur ces questions. Agnès, tu veux intervenir? Oui, je vais rebondir sur le terme de faits scientifiques. Ils sont actuellement pléthoriques. Nous, on recense à peu près 500 publications internationales juste sur les aspects plantes transgéniques par mois, en provenance de Chine et des États-Unis notamment. Et nous autres, certains scientifiques, on a commencé à prendre en main justement, à communiquer sur cette information scientifique en faisant des méta-analyses, c'est-à-dire en analysant différents faits scientifiques à partir d'une question souvent posée par la société. Non seulement on fait cette méta-analyse en anglais, validée dans des journaux et comités de lecture, on traduit ces méta-analyses sous forme de résumés qu'on envoie aussi sous forme de communiqués de presse auprès des journalistes et aussi auprès de nos scientifiques à travers des blogs et des sites internet. Donc on prend maintenant en main cette communication scientifique pour qu'elle soit bien digérée par vous, les journalistes, parce que vous êtes le quatrième pouvoir, ça on le sait depuis un petit moment, mais surtout la courroie de transmission. Parce que vous-même, vous allez digérer cette information-là pour la rendre encore plus digestible par nos concitoyens.
parallèlement, nous, on mène des débats auprès des élèves et des lycéens et dans les débats publics. Donc, on a commencé à prendre depuis maintenant une dizaine d'années les outils d'Internet. Et je pense qu'on n'est plus du tout dans un paradigme de déficit de l'information. Je pense qu'on est plutôt dans la question de la déformation de l'information scientifique. Mais l'information scientifique digérée et accessible par tous, elle existe. De la 6e, j'allais dire, on parlait des retraités tout à l'heure, ici même dans cette maison honorable. Donc je pense que les scientifiques, ils ont bien compris qu'il fallait communiquer, et bien communiquer, et ce qu'ils ne veulent pas, et s'élèvent contre ça, c'est la déformation de leurs faits. Donc invitez-nous à France Info, invitez-nous dans vos tribunes, acceptez aussi, parce que c'est arrivé, nos droits de réponse. Parfois, on voudrait quand même dire que cette information-là n'est pas juste, elle a été déformée, et malheureusement, ce droit est parfois bafoué. Alors bien sûr, l'information va très vite, il n'y a plus le temps, donc voilà, il y a des blogs qui se montent, il y a des sites internet, et voilà, ça sera, à mon avis, une source d'information qui va de plus en plus se développer, et ça sera aux citoyens de faire leur choix.